Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission de l'École du Futur. Au programme de cette émission, on ouvre, comme toujours, avec notre focus. Elle a révolutionné la recherche en biologie moléculaire et ouvert la voie à une nouvelle ère pour la médecine et la génétique. Scientifique française, prix Nobel de chimie en 2020, elle continue aujourd'hui d'inspirer la nouvelle génération de scientifiques. C'est Emmanuelle Charpentier, son portrait à découvrir tout de suite. Puis viendra le moment de découvrir l'idée derrière la tech de Benoît Grunemwald. Bonjour. Bonjour Lisa. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler d'un diagnostic qui va vous aider à passer à la vitesse supérieure en cybersécurité. Bon, tout un programme. Quant à notre sujet du jour, entre les manuels d'hier et les tablettes d'aujourd'hui, une autre voie émerge pour accompagner les enfants dans la lecture, une voie sensorielle et surtout plus intuitive, qui s'appuie sur la technologie sans en dépendre. C'est la proposition d'une start-up française dont on reçoit le CEO aujourd'hui. Frédéric Villain, bonjour. Bonjour Lisa, ravi d'être là. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous opérez pour Lily Learn. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord place au focus. En 2020, elle devenait l'une des 2 femmes à remporter le prix Nobel, qui était alors remis pour la première fois à un binôme 100% féminin. Aujourd'hui, son nom est ancré dans l'évolution de la science française et internationale. Elle s'appelle Emmanuelle Charpentier et elle est notre focus du jour par Jean Martineau. Rencontre avec Emmanuelle, première. Malgré son savoir et son investissement, jamais Emmanuelle Charpentier n'aurait pensé pouvoir un jour inscrire son nom à la très courte liste des femmes françaises ayant remporté le prix Nobel. Diplômée d'un doctorat à l'Institut Pierre et Marie Curie, elle poursuit ses recherches en multipliant les post-doctorats. À partir de 2014, elle se focalise sur une branche de la génétique, la technologie CRISPR-Cas9. Le travail de mon laboratoire concernant la technologie du génie génétique CRISPR-Cas9, aussi appelé ciseaux, couteau suisse ou boîte à outils de l'ADN. Donc vous pouvez voir des ciseaux représentés sur cette diapositive qui coupent de l'ADN. Découverte il y a seulement 6 ans, cette technologie est aujourd'hui considérée comme l'une des percées les plus importantes en biotechnologie. CRISPR-Cas9 a changé le domaine des sciences de la vie. Les scientifiques du monde entier développent cette technologie dans des applications innovantes dans la médecine, l'agriculture et la biotechnologie. Les perspectives qui accompagnent CRISPR-Cas9 sont très prometteuses, notamment dans le traitement potentiel de maladies génétiques humaines. Et la technologie est déjà utilisée pour relever divers défis agricoles. Une découverte digne du bricolage, décrite comme les ciseaux moléculaires, qui consiste à couper les morceaux défaillants de l'ADN pour venir les remplacer par un autre. Cette découverte pourrait permettre de guérir certaines maladies génétiques, mais également pouvoir aider au niveau de l'agriculture. D'ici quelques années, nous pourrions voir arriver des plantes plus résistantes à la sécheresse ou au froid grâce à Emmanuelle. 25 millions, c'est le nombre d'Européens atteints de l'une des 7000 maladies rares. Trouver le remède miracle pour chacune, le rêve de scientifiques du monde entier. Et si CRISPR-Cas9 était la clé de ce défi hors norme? CRISPR-Cas9, on parle de lui souvent comme des ciseaux. Leur particularité, couper l'ADN à un endroit précis du génome dans n'importe quelle cellule. Ça veut dire pouvoir modifier de manière super spécifique un nucléotide dans les billions de nucléotides qu'on a dans les génomes. Le fait assez surprenant est que la Française Emmanuelle Charpentier n'aurait probablement jamais pu faire ses découvertes si la biologiste avait décidé de rester sur le territoire français. En effet, une partie de ces découvertes sont considérées comme de l'OGM et donc interdites en France. Je vous remercie pour votre attention. On le sait, la lecture est la clé de tous les apprentissages. Et pourtant, chaque année, des milliers d'enfants décrochent dès le plus jeune âge. Alors comment leur redonner confiance, goût d'apprendre et surtout le sourire quand ils ouvrent un livre? On en parle tout de suite avec mon invité dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Frédéric Villain, CEO de Lily Learn. Alors Frédéric, j'aimerais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Apprendre à lire, c'est une étape décisive, bien évidemment, dans la vie d'un enfant. C'est aussi parfois un moment un petit peu difficile, source d'angoisse pour certaines familles. Et en témoigne une évaluation nationale réalisée récemment, qui a mis en lumière un constat préoccupant. Seuls environ 50% des élèves de CM2 parviennent à lire un texte avec la fluidité
attendu. Alors selon vous, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans cet apprentissage ? Écoutez, s'il y avait une solution miracle, on le saurait, tenterait. Alors pour nous, ce qui est important, c'est de revenir à savoir ce que c'est que savoir lire et écrire. Lire, c'est savoir décoder, encoder et comprendre, surtout comprendre. Et nous, ce qu'on a voulu réaliser chez eLearn, c'est justement d'essayer d'éveiller l'enfant, c'est-à-dire de l'attirer, d'essayer de le piéger dans cet énorme parcours pédagogique qu'il attend dans sa vie, mais aussi de lui faire découvrir la lecture. Et pour cela, on commence en essayant de viser l'émerveillement de son côté, c'est-à-dire la découverte, sa curiosité. Et pour cela, nous avons développé une solution qui est basée sur les sons, puisque toute langue indo-européenne s'apprend initialement par initiation au son, ce qu'on appelle la phonologie. Et ce que veut faire l'eLearn, en fait, c'est de créer un objet qui permet justement de piéger, si je puis employer ce terme, sereinement les enfants à la lecture, les attirer, comme on commence une nouvelle activité en jouant. Et pour cela, nous avons donc créé l'ILEMO, qui est basé sur cette découverte d'activités sonores qui va l'amener progressivement, sans qu'il s'en rende compte, à structurer sa pensée, à structurer sa façon d'apprendre, c'est-à-dire l'association à ce qu'on appelle la phonologie et la graphologie. Et tout cela sans qu'il s'en rende compte, de façon autonome, guidée, grâce à une technologie qui se veut sereine, saine et surtout cachée. Et donc, tout en s'émerveillant, il va apprendre à découvrir les sons, la lecture et ce qu'on appelle l'encodage, le décodage progressivement, et l'amener vers cette future étape aussi qui était très importante, la compréhension. Alors ça revient à dire finalement ce que vous nous expliquez, que l'apprentissage du plaisir de lire est peut-être plus important que la technique en elle-même. On prouve que la lecture, c'est une véritable symphonie émotionnelle au niveau de ce que c'est, ce que ça représente. Encore faut-il, comme on découvre la musique classique, être sensibilisé et le découvrir à sa vitesse. Et c'est pour cela que nous le faisons en termes de découverte sonore. L'enfant en visant en fait le plaisir d'apprendre par le jeu. Le jeu est un élément, ça a éveillé sa curiosité, et nous le faisons grâce à nos cubes qui parlent. Ce qui est assez intéressant, les enfants découvrent souvent en posant des lettres et des cubes qui vont oraliser chaque son. Et parfois, on a des sons, chaque enfant rentre pas en structurant sa pensée, c'est-à-dire qu'il va pas poser par exemple la lettre G, R, K, il va entendre K, et il va se dire « Oh là là, formidable, j'arrive à créer un son ». Et c'est là qu'on rentre un peu dans ce dialogue qui fait toute la richesse de l'enseignement. C'est de lui dire, c'est super, tu viens de créer ce son qui s'appelle CR, mais il est à toi. Moi, je ne le comprends pas trop forcément. Et donc, on va se baser sur des sons communs, sur une structure commune, d'où l'initiation au vocabulaire, c'est-à-dire d'essayer de comprendre mutuellement ce que c'est que la fusion de différents sons et que moi aussi, je puisse comprendre ce que tu veux dire en éveillant, en t'exprimant de cette façon. Et c'est comme ça qu'on rentre un peu dans le codage et l'encodage et l'amener progressivement à la lecture par un enrichissement de vocabulaire. Un enfant de maternelle CP, le public qu'on vise, va s'initier bien sûr aux premiers mots qu'il entend dans sa famille, dans le contexte, et il va pouvoir les oraliser, les écrire, et c'est comme ça qu'en fait il va s'apercevoir qu'il est nécessaire de posséder un vocabulaire, non seulement pour entamer une façon, un nouveau type de dialogue, s'enrichir aussi, créer une certaine fierté interne de pouvoir visualiser les sons qu'il exprime au quotidien. Alors, depuis plusieurs années, on voit arriver une multitude d'applications, de tablettes éducatives, de vidéos pédagogiques. Vous, avec l'ILEMO, vous avez pris le contre-pied de tout ça, finalement, puisque l'une des promesses aussi de votre solution, c'est que c'est une solution sans écran. Pourquoi avoir fait ce choix et quelle était, selon vous, l'urgence de répondre autrement ? Alors, le débat du sans-écran en France est assez récent, puisque on entend depuis quelques mois parler de limiter l'exposition aux écrans des enfants. Nous, on est parti du principe que l'OMS le recommande depuis de nombreuses années en disant pas d'écran avant 5 ans.
Donc on n'est pas du tout anti-écran, on pense qu'il existe d'excellentes applications qui peuvent se faire sur tablette en termes d'apprentissage. Néanmoins, ce qu'on a voulu faire, c'est d'offrir une alternative, de revenir vraiment aux bases de ce que c'est que la découverte pour un jeune enfant, c'est-à-dire les cubes, hein, rien que symbolique, on se souvient tous de la première forme géométrique qu'on a rencontrée, c'est les cubes. Donc on a voulu essayer de mettre, comme je le disais en introduction, le meilleur de la technologie, mais plutôt une technologie qui est au service de l'enfant, que plutôt un enfant qui va s'adapter à une technologie. Donc pour ça, notre technologie, elle se veut rentrer dans l'univers de l'enfant, de ce qu'il connaît initialement, c'est-à-dire la manipulation, les cubes, l'émerveillement, le sensoriel, la découverte au niveau du visuel. Et surtout, ce qui est important, c'est d'essayer d'initier l'imagination. Alors dès qu'on est sur écran, on est souvent guidé. On se limite par rapport à cet univers qui fait toute la merveille de ce qui rend la lecture si passionnante, c'est-à-dire la possibilité de créer de l'imagination. On est guidé souvent par le visuel. Donc nous, on a voulu vraiment que cette imagination s'initie très tôt, je dirais, au niveau de l'enfant. Ça lui permet de manipuler des cubes, d'entendre cette oralisation et surtout de s'émerveiller. S'émerveiller face à un écran est un peu lorsqu'il voit ses parents qui sont souvent sur des écrans, etc. Donc là, c'est lui qui crée par cette imagination son propre émerveillement. Alors, vous l'avez rapidement évoqué, hein, vous parlez de cubes, on a bien évidemment vu quelques images de l'ILEMO à l'écran, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu concrètement comment ça fonctionne? Il y a une petite tablette sur laquelle on pose des cubes, ça raconte une histoire, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, on a voulu faire, en fait, tout à fait. Alors, comme je vous le disais, savoir lire, c'est savoir décoder, encoder et comprendre. Et donc, on va emmener l'enfant dans ces 3 étapes. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle une initiation à la phonologie, c'est-à-dire d'être capable de comprendre que lorsqu'on pose une lettre, le son qu'on entend. Donc, effectivement, l'ILEMO est constitué d'une tablette qui va permettre d'oraliser l'ensemble des cubes qui lui sont présentés. Ces cubes sont les lettres, peuvent être les lettres de l'alphabet, mais on n'est pas limité aux lettres. On peut mettre des mots complets, ce qui va permettre en fait au pro de s'adapter après à l'apprentissage de l'enfant. Et donc, on va faire ce qu'on appelle de la fusion. À chaque fois que vous allez poser une lettre, vous allez entendre le son que produit cette lettre. Et lorsque vous la combinez à d'autres lettres, l'ILEMO va fusionner instantanément et sans connexion à Internet les sons entre eux, et ce qui permet de créer les premiers mots, et même les mots de façon complète. Donc c'est là que l'enfant va apprendre à ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire que chaque son qu'il entend individuellement, combinés les uns aux autres, crée des mots. Ces mots peuvent prendre un certain sens, sont liés à un vocabulaire. Donc on va avoir aussi des cartes qui, elles aussi, vont représenter visuellement certaines images et du vocabulaire pour l'enfant, qui sera amené à essayer de réimiter, d'imiter en fait, puisqu'on apprend par l'imitation aussi, le son qu'il entend en posant les lettres pour valider la carte qu'il a entendue. Donc ça, c'est les premières étapes. Puis après, on va initier l'enfant à du vocabulaire préalablement choisi, qui peut être ses passions, les dinosaures. On peut même imaginer de créer des images de dinosaures qui n'existent pas, pour justement amener l'enfant à s'exprimer par l'intermédiaire de sons et de mots, et donc de rentrer dans cet univers de lecture. On va continuer à en parler bien évidemment, mais il est déjà temps de prendre une petite pause avant de reprendre notre discussion sur l'ILEMO et surtout sur l'apprentissage de la lecture. Mais restez avec nous, hein, la suite arrive et ça commence par un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler.
Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité Frédéric Villain, CEO de Lily Learn, avec qui on aborde une méthode différente pour apprendre à lire. On continue à en parler, c'est juste après la chronique de Benoît Grunemwald qui a une idée derrière la tech. Benoît, une start-up a attiré votre attention. Elle permet en 1h30 de faire le point sur sa cybersécurité. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur cette start-up qui s'appelle Mon Aide Cyber? Oui, effectivement, Mon Aide Cyber, c'est un service qui est gratuit et qui est développé par l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et c'est un dispositif qui s'adresse à la fois aux entités publiques, mais également aux entités privées. Et son objectif est d'accompagner ces entités à entreprendre une première démarche de sécurité informatique. C'est à la fois simple et ça prend la forme d'un diagnostic. Alors si je comprends bien, cela veut dire que toutes les entreprises et toutes les entités publiques ne sont pas concernées. Alors quels sont les prérequis? Eh bien le prérequis, c'est à la fois une volonté de passer à un niveau supérieur, généralement sans pour autant savoir par où commencer. C'est-à-dire que si vous êtes une administration, une association, une TPE, une PME ou une collectivité, que vous souhaitez vous engager dans cette démarche de renforcement de votre cybersécurité, eh bien vous pouvez faire appel à Mon Aide Cyber. Mais si vous avez déjà une bonne maturité cyber, le dispositif n'est pas fait pour remplacer ce que vous avez déjà effectué, notamment avec des prestataires informatiques. Alors imaginons que je suis une EdTech, disons une start-up qui permet d'apprendre les langues avec l'intelligence artificielle. Comment fonctionne le dispositif ? Eh bien, tout d'abord, c'est une très bonne idée, si on est une start-up et surtout dans l'EduTech, de se concentrer sur sa cybersécurité parce qu'on détient des informations importantes sur ces jeunes, souvent clients et ou adhérents, abonnés. Et c'est une possibilité aussi, quand on se lance dans une démarche cyber, de faire du marketing de la cybersécurité pour prouver que l'on prend soin des données qui nous sont confiées. Et donc, pour cela, on va pouvoir lancer cette démarche qui est à la fois simple et rapide. On va se contacter sur Mon Aide Cyber, qui est un site gouvernemental, et on va avoir une mise en relation avec un aidant cyber qui est à proximité. Celui-ci est formé et outillé par l'ANSSI, et ensemble, vous allez réaliser pendant une heure et demie 30 questions qui vont couvrir différents domaines. Alors, dans ces domaines, il y a notamment la gouvernance, la sécurité des accès, des postes, des infrastructures, bien sûr la sensibilisation et, en cas d'attaque, la réaction aux incidents. Et après ce diagnostic, qui est à la fois anonyme et confidentiel, eh bien, l'entité reçoit une restitution. Et dans cette restitution, il y a, pour ces thèmes, un niveau de maturité qui est affiché. Et ça va nous permettre également de déterminer 6 mesures qui sont prioritaires et qui sont, si possible, à mettre en place dans les 6 mois. Et 6 mois plus tard, eh bien, il va y avoir un point de suivi qui va être fait pour voir s'il y a eu des progrès et, pourquoi pas, affiner des conseils et orienter vers des dispositifs complémentaires. Alors, c'est un dispositif très intéressant, simple, d'accès et gratuit. On peut imaginer qu'un grand nombre de diagnostics sont réalisés par les aidants. D'ailleurs, qui sont-ils ? Oui, effectivement, à date, il y a 4085 diagnostics qui ont été réalisés depuis le lancement et une enquête de satisfaction montre qu'il y a 92% de personnes qui ont été aidées et qui sont satisfaites. Et donc, un aidant cyber, c'est un tiers de confiance local, car il est préférable de réaliser le diagnostic en face à face. Et c'est soit un agent public, soit un membre d'une association, soit un expert qui a été référencé par l'ANSSI. Il est à la fois formé à la méthodologie du dispositif et son rôle va être d'accompagner la personne et ou l'entité qui souhaite être aidée. Et c'est important, il va respecter une charte d'éthique et une neutralité. Il va vous expliquer quelles sont les questions, les notes que vous allez obtenir et surtout il va vous aider à remplir les différentes questions, le tout dans un esprit de confidentialité. Si je fais une demande Mon Aide Cyber, est-ce que pourrais-je avoir un aidant ? Oui, bien sûr. Alors moi, je fais partie des aidants, ça fait depuis le début. Il y en a plus de 2171 pour être exact, et ils sont prêts à donner un peu de leur temps pour que la cybersécurité soit prise en compte par le plus grand nombre. Alors pour terminer et surtout pour résumer, quels sont les bénéfices et les atouts de Mon Aide Cyber pour une organisation ? Eh bien, ça répond à un besoin qui est très simple. Quand on débute en cybersécurité, on a souvent une sorte d'incertitude face à la fois aux investissements réalisés et puis la crainte de s'engager dans une direction qui ne serait pas la bonne. Ainsi, avec ce diagnostic qui est gratuit et la neutralité des accompagnants, eh bien, on va pouvoir rassurer ceux qui ont besoin d'avancer et d'augmenter dans leur maturité cyber.
Donc rendez-vous sur Mon Aide Cyber. Et puis dans la foulée, vous pouvez également suivre Benoît sur TikTok à benoît.gru. Comme vous pouvez le constater, il a toujours de très bons conseils en cybersécurité à nous donner. Merci beaucoup Benoît pour cette chronique. Avant la pause, on découvrait les origines de l'ILEMO et sa promesse, apprendre à lire sans écran. Et je vous propose de prolonger tout de suite la discussion dans la seconde partie du talk. Et c'est toujours avec mon invité, bien sûr, Frédéric Villain, CEO de LilyLearn. Alors, je souhaitais savoir, LilyLearn, vous nous avez expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Ce qu'on comprend derrière, c'est que finalement, c'est une approche multisensorielle que vous proposez. L'enfant manipule, il déplace des objets. Comment les gestes, les sons et plus étonnant encore, du coup, le toucher peuvent devenir de nouvelles portes d'entrée vers la lecture? Ça tient des neurosciences, ça. Tout à fait. L'apprentissage des langues, de toute façon, c'est toujours le même mécanisme sur les langues indo-européennes. On commence dans le cerveau par un parcours qui est plutôt sonore, visuel, et on va associer en fait la signification après ce qu'on appelle la graphologie, c'est-à-dire la représentation de ces sons sonores par ces lettres. Et après, ça se fait de façon automatique. Nous créons cette base d'initiation par justement ce concept, en renforçant ces éléments, du fait que vous voyez les cubes, vous le touchez. On sait aujourd'hui que ce renforcement neurologique se fait aussi par des sensations autres que celle qui est visée. C'est-à-dire que lorsqu'on apprend en lecture, on pense surtout qu'on va exercer en fait un sens qui est la vue, mais en fait on va renforcer cet apprentissage par d'autres sens. Et c'est justement ce qui fait la valeur de l'ILEMO aujourd'hui, c'est d'éveiller et d'émerveiller l'enfant par ses différents sens pour renforcer ce degré d'apprentissage. Et on a aussi effectivement le côté, on a pensé aussi au sachant, c'est-à-dire celui qui va devoir enseigner et guider l'enfant au niveau de cet apprentissage. Et c'est pour ça que nous avons constitué aussi un véritable parcours pédagogique qui est dédié aux parents, qui leur permet en toute complicité, d'accompagner l'enfant dans ce début de voyage et cette découverte. On le fait aussi orienté vers les professionnels qui, eux aussi, disposent d'un outil qui leur permet de digitaliser leur pratique pédagogique. Le LiLEMO n'étant que, si je puis me permettre, qu'une interface enfant-machine, c'est-à-dire respectueux des sens de l'enfant, et essayer, lorsque nous avons un clavier, ces souris, se toucher par rapport aux écrans, eh bien nous, au niveau de l'enfant, on va lui permettre non seulement cet apprentissage de le renforcer, par justement en renforçant ce contact et cette ouverture par tous les autres sens, dirais-je. Alors un petit détail technique, justement, vous l'avez abordé un petit peu en première partie d'émission. Je crois que votre solution embarque la technologie NFC, c'est-à-dire cette petite puce qu'on va retrouver par exemple dans nos smartphones ou nos cartes bancaires qui nous permet d'approcher et hop, ça communique. Mais pour les parents qui nous regardent, qu'en est-il de la sécurité? Est-ce qu'il y a des ondes, des données ou des risques liés à cette technologie NFC? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, les ondes nous entourent malheureusement autant, donc il n'y a absolument aucun risque. Nous ne sommes pas connectés, c'est une solution qui ne nécessite pas de connexion Wi-Fi. Tout est contenu à l'intérieur du LiLEMO, et effectivement, le NFC, c'est aussi simple que vos cartes de crédit et sans contact. Donc, ce n'est absolument, je dirais, non rayonnant. Et ça permet également cette technologie, elle se veut aussi simple qu'une étiquette dite intelligente. Elle est cachée au sein des cubes, et ce qui permet à l'enfant là encore une fois, de s'émerveiller, parce qu'il va souvent, ce qui nous contente, ce qui est assez étonnant, c'est de s'entendre dire « Ah, j'ai des cubes qui parlent ». Donc c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse faire à notre technologie aujourd'hui, c'est que en fait on a une technologie qui elle là aussi s'exprime et qui a l'impression d'avoir ce lien justement grâce à ces étiquettes, grâce à cette technologie qui est tout à fait saine, puisque aujourd'hui utilisée et n'émettant pas d'ondes, hein, puisque le principe du NFC, c'est une étiquette dite passive. Elle ne fait que répondre lorsqu'elle reçoit justement une onde pour envoyer cette information.
Allez, on en profite d'avoir un expert cybersécurité en plateau. Le NFC, c'est sécurisé? Oui, alors c'est tout à fait sécurisé. Effectivement, ça n'émet pas d'onde, sauf quand on l'approche d'un lecteur, et c'est lui qui va solliciter le démarrage de la question et de la réponse du NFC. Donc c'est un moyen qui est très efficace, qui est assez sécurisé. Et moi, je dirais que quand on installe une application, ce qui est important, c'est de s'assurer des permissions que l'on va donner à cette application. Notamment, est-ce que celle-ci souhaite accéder au contact? Est-ce que celle-ci souhaite accéder à la caméra? Est-ce qu'elle va accéder aux fichiers? Et pour avoir le plus de sécurité possible, eh bien, il faut que les applications aient accès au moins de choses possibles, ce qui va éviter des fuites de données et ou l'utilisation inappropriée, par exemple, d'une caméra. Allez, toute autre chose, vous nous avez exprimé le fait que l'ILEMO était pour les parents, mais c'est aussi pour d'autres profils, j'imagine les enseignants, je crois qu'il y a les orthophonistes également. Et oui, tout à fait, puisque nous permettons aux orthophonistes justement par cette méthode de deux choses. Un, c'est de poser souvent un diagnostic, c'est-à-dire que souvent on a ce qu'on appelle ce fameux biais cognitif, c'est-à-dire lorsque l'enfant est en évaluation, etc., il est biaisé par les questions qui lui sont posées par rapport au niveau des tests, etc., qu'il fait. L'e-learn permet d'avoir je dirais, une photo instantanée de ce que veut exprimer l'enfant. De ce qui est ses difficultés justement à oraliser ou à la compréhension de certains sons, puisque nous avons la possibilité de rejouer les séances d'apprentissage de chaque enfant, c'est-à-dire lorsqu'il va écrire ses mots, ce qui importe le plus, ce n'est pas qu'il ait réussi, mais quelles ont été les difficultés qu'il a faites en essayant et en posant. Et souvent, il le fait de façon complètement autonome, et on va voir par exemple les confusions entre les B et les D, parce que spontanément, il va aller poser cette lettre qui lui, est en train d'oraliser au niveau en interne, je dirais, au niveau du son, et qui permet justement aux orthophonistes, de poser un diagnostic, de suivre l'évolution et de renforcer cet apprentissage et cette correction en proposant par exemple une liste de mots qu'ils ont et qui permet à l'enfant là aussi de renforcer en autonomie et de corriger certaines difficultés qui a pu être posées en termes de diagnostic. Et en un mot, puisque l'émission touche à sa fin, vous semblez être déjà bien accompli. Quelle est la prochaine étape pour vous? Est-ce que par exemple, ça serait l'IA, puisque c'est la grande tendance? Alors oui, l'IA aujourd'hui est une grande tendance, mais nous, au préalable, ce qu'on fait, c'est surtout de préserver. On a aujourd'hui fait une solution qui était complètement embarquée, c'est-à-dire ce que disait Ben tout à l'heure, c'était que la difficulté, ce n'est pas d'ouvrir nos applications, c'est au contraire permettre justement à avoir un outil qui se mette vraiment au service de l'enfant. L'IA en fait partie. Notre volonté est d'améliorer encore plus et de s'ouvrir sur les langues, puisque l'ILEMO permet, tout comme l'apprentissage du français, le faire aussi sur les langues étrangères, même le braille aujourd'hui est disponible, ce qui permet encore là une fois d'ouvrir la curiosité de l'enfant non seulement à sa propre langue, mais aussi aux autres, ce qui fait l'importance de la lecture, de projeter cet univers qui de plus en plus va lui permettre justement d'essayer d'ancrer les bases fondamentales, qui va lui permettre d'assurer son parcours pédagogique qu'on lui souhaite le plus réussite et surtout le plus enrichissant possible. Bon, merci beaucoup Frédéric Villain pour cet éclairage et pour cette belle démonstration qu'on peut apprendre autrement, comme quoi entre tradition et innovation, il reste encore pas mal de pages à écrire. Merci beaucoup également à Benoît Grunemwald d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci aux équipes en régie, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission, mais surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30. D'ici là, portez-vous bien.